Bonjour à tous. Donc, ce troisième module concerne les protections solaires. Donc, l'idée, c'est pas de vous donner tous les détails techniques et de vous faire des experts en protection solaire, mais principalement de vous donner quelques notions et les points d'attention qui sont importants pour des projets où il y a des protections solaires, où on peut être amené à avoir des protections solaires et éventuellement particulièrement dans les bâtiments de patrimoine. Alors ça, c'est déjà mentionné, c'est réalisé dans le cadre de BeReal, du projet BeReal. Donc, je vais passer directement à l'introduction et le contenu du slide, enfin de cette présentation. On va parler d'abord un peu d'une mise en contexte, esquisser un peu les conditions dans lesquelles on travaille. Ensuite, on passera aux fonctions des protections solaires, les multiples rôles qu'elles doivent jouer dans un bâtiment. Quelques notions de base pour bien comprendre les caractéristiques des protections solaires. Et ensuite, les principaux types de protection solaire et les caractéristiques. Enfin, ensuite, brièvement, quelques applications et exemples je donnerai sur les protections solaires. Alors, tout d'abord, le contexte, je ne vous apprends rien qu'on est dans une situation de changement climatique. Quelques chiffres que j'ai notés là, donc 40% des gaz à effet de serre sont des bâtiments. Et donc, la principale courbe qui a d'importance dans les années qui suivent, c'est essayer de réduire ces émissions globales de CO2, donc la courbe que vous voyez dans le graphique ici. Et donc, le changement climatique, il a déjà pas mal d'effets, fonte des glaces, tout ce qu'on veut. Il y a aussi un aspect important qui est en lien avec cette thématique qu'on aborde aujourd'hui, c'est tout ce qui est surchauffe. Et donc, on sait qu'il y a les fréquences, et il y a une augmentation des fréquences et des intensités des pics de chaleur. Donc, ça, c'est quelque chose avec lequel il faudra composer à l'avenir et on prédit que dans les climats d'ici 2050, les vagues de chaleur deviendront de plus en plus fréquentes. Alors, pour traiter le problème, on a bien sûr des objectifs au niveau européen. Donc, ici, vous voyez synthétiquement les 3 objectifs qui ont été fixés au niveau de l'Union européenne pour ce qui est des gaz à effet de serre, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Donc, ça, c'est les objectifs ont déjà été revus puisque, bon, on fait des mesures, mais on est un peu trop lent à agir. Donc, entre-temps, ces mesures ont été revues à 55%, par exemple, au niveau des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc, ça devient de plus en plus ambitieux puisqu'on prend un peu de retard dans les ambitions. Donc, il faudra agir de plus en plus fort à l'avenir. Donc, ce qui est déjà acté aussi au niveau de l'Union européenne, c'est de viser la neutralité climatique d'ici 2050. Donc, cette perspective-là, elle paraît déjà assez longue, mais il faut vraiment se rendre compte qu'il faut la préparer dès aujourd'hui. Et donc, dans ce cadre-là, les bâtiments de patrimoine, tout ce qui est rénovation, bien sûr, doivent aussi apporter leur contribution. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mesure pour combattre ces problématiques-là? Donc, d'une part, bien sûr, la rénovation des bâtiments existants. On sait que pour l'instant, on est à un taux de rénovation qui est assez faible, qui tourne autour de 0,7%, voire un tout petit peu plus. Mais il faudrait atteindre 2 ou 3% pour avoir un rythme assez important de rénovation et pouvoir, à l'horizon justement de 2050, essayer d'avoir rénové une part importante du parc des bâtis. Il faut savoir que le parc des bâtiments, il y a 80%, il a plus de 20 ans actuellement, donc il y a pas mal de problèmes, beaucoup de bâtiments qui ont des problèmes de confort, mais pas seulement de confort, qui ont des consommations d'énergie assez élevées. Mais le point positif, c'est peut-être qu'il y a pas mal de bâtiments, surtout les bâtiments de patrimoine, qui ont un bon potentiel, bon, ça dépend des cas, mais qui ont des qualités assez importantes. Souvent, c'est des matériaux locaux, des matériaux de bonne qualité. Il y a des bonnes inerties thermiques en général. Il y a aussi si je pense au niveau éclairage naturel, il y a souvent des hauts plafonds parce qu'on n'avait pas d'éclairage artificiel à l'époque, donc on faisait des volumes qui étaient vraiment adaptés à fonctionner en éclairage naturel. Donc, il y a quand même moyen d'en tirer parti et donc c'est très intéressant de regarder ce type de bâtiment. La question qui se pose souvent, c'est la reconversion est-elle possible? Donc, souvent, on change aussi de fonction. Est-ce qu'on peut retransformer un bâtiment qui était prévu pour une fonction dans une autre? Et ça pose pas mal de questions dans la rénovation et la reconversion des bâtiments. Alors, une autre mesure qui est absolument importante, c'est se rendre compte qu'il faut arrêter l'étalement urbain. Il y a une densification intelligente des villes et quartiers à faire. Donc, ici, je vous ai juste repris le graphique qui vient des données statistiques nationales, où on voit qu'il y a eu une augmentation de 82% des espaces pour l'urbanisation depuis 37 ans, donc depuis 1982. Et donc, ce qu'on voit, c'est que c'est principalement de l'habitat individuel qui prend la grosse part, l'industrie aussi, une grosse part.
tout ce qui est forêt, bois restait stable sur les 37 ans et l'agriculture, tout ça était aux dépens de l'agriculture principalement. Donc il faut, voilà. Qu'est-ce que ça implique pour notre problématique? C'est qu'on va devoir composer de plus en plus avec des projets qui sont dans des contextes urbains. Et dans des contextes urbains, ça veut dire il y a des avantages, aussi des désavantages. Un des désavantages, par exemple, c'est l'îlot de chaleur urbain, donc il fait beaucoup plus chaud ou quelques degrés plus chaud en ville en été que la même condition en campagne. Donc il faudra composer avec cette notion supplémentaire. Par contre, ça veut dire aussi en hiver, les températures sont plus élevées, donc moins de perte de chaleur, donc ça c'est plutôt l'effet positif. L'autre effet positif, c'est peut-être les ombrages. Au niveau de protection solaire, on a une sorte d'ombrage gratuit si on profite des bâtiments aux alentours et des infrastructures qu'il peut avoir aux alentours. Donc on peut aussi quelque part composer avec ces éléments-là. Donc ça, il faut apprendre à fonctionner dans des contextes pareils. Ensuite, il y a naturellement, assez évident, réduire la demande d'énergie et essayer d'introduire l'énergie qu'on a besoin, essayer de la fournir avec des énergies renouvelables. Donc ici, juste un petit graphique pour vous montrer que la production énergétique ou électricité, pardon, en Belgique, elle est plus ou moins carbonée en fonction des moments. Donc le nuage des points représente en fait chaque heure dans l'année et donc montre quelle est l'intensité carbone de la production sur cet axe vertical. Donc la Belgique, c'est le point bleu ici qui est derrière les points verts du Portugal. Donc nous, on a une production d'électricité qui est parfois très fortement carbonée, parfois pas du tout. Donc ça dépend vraiment des composants de production. Et donc le moment à laquelle on utilise l'énergie a aussi son importance. Alors pour les bâtiments stériques, des questions importantes sont en général quel est le niveau d'isolation qu'on peut atteindre avec l'enveloppe, qu'est-ce qui est réaliste à atteindre dans chaque situation. Est-ce qu'il faut parfois pas adapter les exigences de confort? Est-ce qu'on dimensionne les bâtiments suivant les mêmes exigences de confort avec un confort très, très limité? Ou est-ce qu'on peut permettre quelques assouplissements par rapport à ça? L'intégration des installations techniques pose parfois aussi des problèmes, l'éclairage, mais aussi les systèmes de ventilation, tout ça, ça pose parfois des problèmes. Et puis la question de la production locale d'énergie renouvelable dans les bâtiments est aussi une question importante. Alors, revenons-en aux questions de protection solaire. Donc, qu'est-ce que c'est d'abord une protection solaire? Donc, j'ai repris ici une définition que j'ai trouvée sur Internet, je crois. Donc, c'est un système qui empêche l'apport de rayonnement solaire direct. On définit comme ça. Je ne suis pas 100% vrai avec cette définition, parce que ça voit que le côté réduire l'apport solaire. Donc, je préfère utiliser une notion protection solaire comme une notion qui désigne tous les éléments qui permettent de moduler le rayonnement solaire à travers des fenêtres. Et donc, on est en tête naturellement qu'il y a des effets favorables et défavorables en fonction des moments de la journée ou de l'année. Et donc, quelque part, je préfère parler de contrôle solaire plutôt que de protection solaire. Alors, pourquoi on utilise du contrôle solaire? Donc, évident, naturellement pour le climat intérieur, confortable et des économies d'énergie. Donc, une part, contrôler les températures intérieures pour éviter que ça surchauffe trop et par-delà aussi éviter le refroidissement actif et donc les énergies qu'on dépense pour cela. Mais d'autre part aussi l'aspect éclairage, donc moduler la lumière du jour en fonction des besoins et avoir un maximum d'apport d'éclairage naturel suivant ce qui est nécessaire à un certain moment. Et donc aussi là, impact énergétique, réduire les consommations d'énergie pour l'éclairage artificiel. Dans le patrimoine, par contre, il peut aussi avoir des fonctions supplémentaires ou en général dans les bâtiments même. Donc il peut avoir des fonctions supplémentaires qui peuvent être déterminantes. Donc je pense à la protection contre les rayonnements UV. Donc on sait que le vitrage laisse passer une certaine proportion de rayonnements UV et donc ces rayonnements UV, ça peut attaquer certains objets ou certains éléments dans le mobilier intérieur. Et donc il y a peut-être une question de protection de cet environnement intérieur à prendre en compte et la protection solaire peut aider à ça. La vie privée aussi, protection de vie privée. Donc là, on pense plutôt la vue de l'extérieur vers l'intérieur, vers ce qui se passe à l'intérieur, en conditions de nuit principalement, mais dans les deux sens. Il y a des questions de sécurité aussi qui peuvent être importantes, protection contre l'intrusion et des choses comme ça. Et naturellement aussi des aspects esthétiques. Les protections solaires sont souvent des éléments très proéminents dans la façade et donc jouent un rôle dans l'esthétique de la façade. Et donc voilà, cet aspect esthétique est certainement pas négligé non plus. Alors les performances énergétiques, donc
de façade et de la protection solaire et l'impact sur le confort et le bien-être. Donc le confort thermique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est toujours un équilibre entre les gains et les pertes. On a des gains internes, on a des pertes par conduction, convection, mais on a aussi les apports solaires, principalement en ciel clair. Donc ce que la protection solaire fait, elle essaie de moduler ces apports solaires en fonction des moments où on pourra en avoir besoin ou par exemple pour les bloquer quand c'est excessif. Et donc on jouera sur ce facteur-là. Et donc, ça permet notamment, si on a une bonne protection solaire, et surtout si on montait à l'extérieur, de réduire les risques de surchauffe. Si petit point d'attention ici, c'est peut-être tout ce qui est changement de fonction. Donc souvent, si on change de fonction, ça change aussi les gains internes et donc ça peut avoir un impact sur comment on conçoit la façade et donc avoir des implications au niveau protection solaire. Et donc, il faut aussi se rendre compte que les gains de chaleur, ça peut être aussi bénéfique en période d'hiver, le soleil est bas, on peut justement profiter aussi des apports solaires. Donc la modulation, le contrôle de la protection solaire, c'est très important aussi à prendre en compte. Alors au niveau confort visuel, naturellement la protection solaire a aussi un impact sur le confort visuel et donc ce qu'on veut, c'est d'une part avoir un apport d'éclairage naturel qui est suffisant pour faire les fonctions qu'on veut faire dans l'espace. La notion un peu particulière en éclairage, c'est que c'est la distribution de la lumière dans l'espace qui est aussi important. C'est pas seulement la quantité totale de lumière qu'on a à l'intérieur. Donc ici, pour illustrer ça, j'ai deux petites images qui sont les vues intérieures d'une cellule d'essai où il y a exactement la même fenêtre et la même protection solaire qui sont montées devant la fenêtre. C'est juste la protection solaire à gauche, elle est blanche et à droite, elle est noire. Et donc c'est la même protection solaire dans le sens où il y a le même nombre de trous. Si vous voulez, le facteur d'ouverture est le même. Mais vous voyez naturellement sur l'image de gauche, on a beaucoup plus de pénétration de lumière due à la diffusion de la lumière sur la toile et donc on a un environnement intérieur beaucoup plus lumineux que sur l'image à droite. Par contre, au niveau vue au travers, on voit que la toile blanche, elle fait un effet de voile très important, tandis que la toile noire, elle permet beaucoup plus facilement la vue au travers. Et donc il y a aussi cette notion de visibilité vers l'extérieur qui peut dans certains cas être important. Ensuite, il y a aussi tous ces effets non visuels de la lumière. Donc la lumière est importante pour réaliser des tâches dans les espaces ou pouvoir bouger dans un espace en sécurité. Mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les effets non visuels de la lumière, c'est-à-dire tout ce qui est lié à notre rythme circadien, par exemple. Donc je reviendrai là-dessus sur le prochain slide. Ici, ce que je veux juste encore mentionner, c'est que c'est toujours important de voir le confort thermique et le confort visuel d'une façon simultanée. Donc on ne peut pas traiter le confort thermique et essayer d'arranger, il faut toujours voir ces deux composantes en même temps. On peut être très performant au niveau confort thermique et puis négliger complètement l'apport d'éclairage naturel ou inversement. Donc, il y a toujours un équilibre à trouver entre ces deux champs d'application. Un petit mot rapidement sur les effets de bien-être et donc les effets ce qu'on appelle les effets non visuels de la lumière. Donc, il y a un intérêt croissant pour tout ce qui est santé et bien-être dans les bâtiments et la lumière est un facteur très important là. Parce qu'on a besoin de la lumière aussi pour régler, pour toutes sortes de fonctions biologiques. Donc un des plus importants, c'est ce qu'on appelle régler notre rythme circadien. Donc il faut savoir qu'il y a un capteur spécifique dans l'œil qui n'est pas lié aux fonctions visuelles, mais qui sert justement à réajuster notre horloge biologique suivant les rythmes du jour-nuit. Donc chacun a une horloge interne qui fonctionne plus ou moins 24 heures, mais il faut la réajuster chaque jour. Et donc c'est cette fonction qui est dans l'œil qui règle cette fonction-là. Et donc, ce qui est important à savoir ici, c'est pas tout à fait ce processus-là, mais c'est comprendre qu'il faut, pour ajuster ce rythme, il faut des niveaux d'éclairement très importants en journée, à l'intérieur de bâtiments, mais aussi souvent en allant marcher dehors, par exemple, mais aussi avoir de bonnes conditions d'obscurité le soir. Donc, c'est ce contraste qui est très, très important. Alors, quelques notions de base sur le rayonnement solaire. Donc le rayonnement solaire, c'est de le rayonnement électromagnétique, comme vous savez. Donc on peut diviser ça en 3 zones grossièrement. Donc on a le rayonnement UV, qui est la partie avec les plus courtes longueurs d'onde de 280 à 380 nanomètres. On a la lumière visible, où il y a le pic du rayonnement solaire se trouve dans le domaine visible. Donc c'est la partie qu'on peut voir avec nos yeux. Et puis après, il y a le rayonnement infrarouge, qui est tout ce qui est au-delà de 780 jusqu'à 2500 nanomètres. Et donc tous ces 3 composantes, on appelle ça le rayonnement solaire. Et après, à côté de ça, donc, il y a aussi ce qu'on appelle le rayonnement thermique, qui est aussi un peu confus, mais qui est aussi ce qu'on appelle aussi de rayonnement infrarouge, mais de longue longueur d'onde. Donc c'est tout ce qui dépasse 2500 nanomètres jusqu'à 10 micromètres, plus ou moins. Ce rayonnement thermique est important à comprendre aussi, et c'est ce rayonnement qui est émis par tout corps qui a une certaine température. Ça dépend de la
température à laquelle le taux se trouve. Donc l'exemple le plus parlant pour expliquer ce rayonnement thermique, c'est le pare-brise d'une voiture qui gèle un soir clair en hiver. Donc c'est en fait ce bilan radiatif du pare-brise par ciel clair qui est très négatif, et donc le pare-brise qui gèle beaucoup plus vite dans ces conditions-là. Si on met un auvent ou ce qu'on fait typiquement pour protéger la voiture, on a déjà cet effet beaucoup moins. Donc ça, c'est cet effet-là, ça c'est du rayonnement thermique, donc c'est du rayonnement infrarouge dans ces longueurs d'onde-là. Donc on va revenir là-dessus dans les notions qu'on reviendra après. Donc ce que vous voyez déjà dans la figure précédente, c'est que le spectre du rayonnement solaire, c'est un spectre continu, c'est-à-dire que toutes les longueurs d'onde sont présentes. Donc si vous voyez à gauche dans le petit schéma nouveau un spectre typique d'éclairage naturel, mais ça varie naturellement en fonction des conditions extérieures. Et donc vous voyez toutes les longueurs d'onde. Ici, à titre d'exemple de comparaison, on voit un spectre d'une lampe à incandescence qui est très déformé vers le rouge, ou un spectre d'une lamplette froide ou avec un pic important dans les bleus et un deuxième pic dans les verts. Et donc ce que ça fait, c'est que l'éclairage naturel est donc le meilleur éclairage pour avoir un rendu des couleurs optimal. Et donc pour les sources artificielles, on définit ce qu'on appelle des indices de rendu de couleur. Ici, vous voyez dans l'image un rendu de couleur des objets sous l'éclairage naturel et un rendu de couleur des mêmes objets sous une lumière LED de couleur plutôt chaude ici dans ce cas-là, avec un certain rendu des couleurs. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'intensité du rayonnement solaire? Donc, si on mettrait un capteur à la limite supérieure de l'atmosphère, on mesurerait ce qu'on appelle la constante solaire, qui est de 1666 watts par mètre carré, qui arrive au sommet de l'atmosphère. Naturellement, on a tout ce qui est les effets dans l'atmosphère même, donc c'est ces petits schémas qui montrent ça. Il y a de l'absorption dans les couches supérieures, il y a des aérosols qui peuvent absorber ou diffuser la lumière, il y a tout ce qui est nuages qui absorbent, et donc ce qui fait qu'au niveau du sol, il y a seulement une fraction du rayonnement solaire qui arrive, qui atteint le niveau du sol. Donc, pour vous donner des ordres de grandeur, en Belgique, on est environ à 342 watts par mètre carré en moyenne sur une année complète. Donc, ça veut dire qu'en été, c'est beaucoup plus, en hiver, beaucoup moins en moyenne. Et que la valeur maximum qu'on peut atteindre sur une surface horizontale, bien à comprendre, c'est environ 950, voire légèrement plus en fonction des conditions. Et donc, ce qui est important à comprendre, c'est que cet effet-là de l'atmosphère, ça induit qu'il y a on peut diviser le rayonnement solaire en deux phases. Il y a le rayonnement solaire direct, donc qui est le faisceau parallèle qui arrive directement sur un objet ou sur un bâtiment. Et puis, on a le rayonnement diffus, qui est tout ce qui arrive via la diffusion dans l'atmosphère. Et donc, pour vous donner aussi un ordre de grandeur, au niveau énergétique, le faisceau direct représente environ 50% de la contribution d'énergie, et le faisceau diffus, grosso modo, aussi 50%. Donc, c'est plus ou moins équivalent. Alors, des notions du rayonnement solaire aussi au niveau lumière, plutôt. Donc, luminance du soleil. Luminance, c'est une mesure de la brillance, en fait, d'un objet, comment on peut le percevoir. Donc, ici, vous voyez la valeur de luminance du soleil qui est extrêmement élevée. Et donc, la sensibilité de l'œil que j'ai notée ici, maximum pour des expositions courtes, elle est environ 500 fois inférieure à l'intensité du soleil. Donc, tout le monde sait bien que regarder le soleil en direct cause des problèmes. Ça peut causer des problèmes et des dégâts aux yeux. Et l'angle du soleil, ici j'ai noté l'angle solide du soleil, et ça représente 0,001% du ciel. Donc, c'est vraiment très, très ponctuel la position du soleil dans le ciel. Et donc, ici, je reviens vers la notion de diffus direct. Donc, si on a un ciel clair, on a une composante diffuse qui est assez réduite, donc c'est principalement du rayonnement direct. On a peut-être ici, ici ils ont arrondi à 1000 watts par mètre carré le rayonnement total. Et si on a un ciel diffus, on est plutôt vers les 100 watts par mètre carré, mais on a une composante strictement diffuse. Il n'y a plus la composante directe, donc plus les ombrages directs qu'en haut. Et donc en situation réelle, on est toujours quelque part entre les deux. Donc c'est pourquoi le ciel diffus est aussi important, puisque ici, sous les climats qu'on connaît ici, on est environ à 50-60% du temps dans les ciels couverts ou largement couverts, et plus de 30% dans les intermédiaires, et seulement moins de 10% dans les ciels clairs. Et donc il faut toujours prendre en compte que voilà, la plupart du temps, on est plutôt dans des conditions de ciel couvert. Actuellement, la position du soleil est aussi une importance, donc il faut, voilà, les protections solaires ne sont pas les mêmes, ou les contraintes ne sont pas les mêmes, face à nord, face à sud, est-ouest. Donc ici, le petit schéma vous montre juste les courses du soleil pour le 15e de chaque mois, pour la position géographique de Bruxelles, donc 50 degrés latitude nord. Ce qu'il faut peut-être juste retenir en deux chiffres, s'il faut retenir deux chiffres, c'est la hauteur maximum du soleil qui est de 63 degrés en été aux heures de midi et 15 degrés en hiver.
Donc ça vous donne des ordres de grandeur de position du soleil qu'on a sous nos latitudes. Et ici, le petit schéma vous montre en fait relativement quel est le flux lumineux relatif total qu'on reçoit sur une façade, mais dans ce cas-là, dans une façade verticale. Donc on oublie la surface horizontale. Ici, on est dans des façades verticales avec différentes orientations. Donc vous voyez que la façade sud, elle reçoit le plus de lumière en hiver, puisque naturellement le soleil, s'il y a un soleil ciel clair, le soleil est quasi perpendiculaire à la façade, donc le rayonnement est maximal, un peu moins dans les autres orientations. Par contre, en été, c'est plutôt les façades sud-ouest et ouest qui reçoivent le maximum d'ensoleillement, puisque notamment la position du soleil est naturellement différente et donc plus verticale par rapport à la façade. Et donc, voilà, ce qui est important peut-être comme message, c'est les façades est et ouest sont souvent les plus contraignantes au niveau du rayonnement solaire et l'incidence, la quantité d'énergie ou de lumière qu'elle reçoit en été. Alors, naturellement, la première protection solaire qu'on a sur un bâtiment, c'est le verre qu'on utilise pour fermer les ouvertures. Donc, le verre a aussi une propriété particulière, c'est qu'elle a une sorte d'effet de serre, donc c'est-à-dire qu'elle est opaque pour le rayonnement thermique de longueur d'onde longue, donc les infrarouges longs, et elle est transparente pour le rayonnement solaire, donc les infrarouges courtes, et la lumière aussi, elle passe d'une certaine proportion, passe dans le bâtiment. Et donc cet effet-là fait que le rayonnement solaire qui est absorbé par les différentes surfaces à l'intérieur est réémis en longueur d'onde longue, et donc ça surchauffe l'espace intérieur. Ici, juste pour exemple, si on prend un simple vitrage clair typique dans les bâtiments, on a une transmission de 87%, une réflexion de l'ordre de 8% et une absorption de l'ordre de 5% pour ce vitrage-là. Pour le rayonnement thermique, donc les infraronds rouges de long, on n'a pas de transmission, donc c'est d'effet d'opacité, mais on a environ 10% de réflexion, 90% d'absorption. Donc vous savez que dans les bâtiments maintenant, les verriers ont joué pas mal sur les compositions de verre pour améliorer les performances thermiques, et donc il y a tout ce qu'on appelle les verres à couches. Et donc le principe des verres à couches, c'est de mettre une sorte de couche métallique sur les vitrages qui fait en sorte que le rayonnement d'infrarouge de longue longueur d'onde est réfléchi vers l'intérieur. Donc ça améliore la performance thermique de ces types de vitrages-là, ce que vous voyez sur le petit schéma ici. Et donc, à titre d'exemple ici, pour le même vitrage, mais alors à couche, on a un rayonnement solaire, une transmission de 74%, donc on perd légèrement en transmission due à la couche. On a un tout petit peu plus de réflexion et aussi beaucoup plus d'absorption. Par contre, du nouveau rayonnement thermique, là, on a un shift, on n'a toujours pas de transmission, hein, c'est toujours du verre, mais on a un shift entre la réflexion et l'absorption. Donc là, on va réfléchir toute cette longueur d'onde, toute cette chaleur ou cette énergie vers l'intérieur, et donc on va améliorer quelque part la performance thermique. Alors, il y a aussi, j'en parlais brièvement tout à l'heure, le rayonnement UV. Donc le verre a aussi des impacts sur laisse aussi transmet aussi une certaine partie, une proportion des rayonnements UV. Donc si vous voyez nouveau sur l'axe horizontal le spectre complet du soleil, donc il va d'environ 300 nanomètres à 2500, et donc vous voyez des courbes de transmission pour différents types de vitrages. Donc je commençais par la courbe mauve là, qui est une courbe théorique, mais qui est une courbe, disons, idéale qu'on voudrait atteindre avec un vitrage pour le bâtiment. Donc ça absorberait tout, ou réfléchirait tout le UV, ça laisserait transmettre toute la lumière visible parce qu'on veut un apport d'éclairage naturel, et puis ça bloquerait tout l'infrarouge. Donc ça, c'est une courbe purement théorique, le vitrage à courbe. Elle essaye de mimer en fait cette courbe idéale. Donc ici, vous voyez deux types de vitrages avec des couches qui laissent naturellement passer beaucoup plus dans le domaine visible et qui bloquent une certaine proportion dans l'infrarouge. Et donc dans l'UV aussi, ça a un impact puisque ça diminue aussi fortement la transmission de rayonnement UV. Si je regarde la courbe verte, qui est alors une courbe d'un vitrage extra clair, donc c'est des vitrages spécifiques qui sont faits pour, principale raison, c'est pour avoir une meilleure transparence, mais qui ont aussi d'autres propriétés. Donc ici, vous voyez la courbe de transmission qui est quasi plate sur tout un domaine de longueur d'onde. Donc ça veut dire qu'elle transmet aussi beaucoup plus facilement les UV ainsi que l'infrarouge, comme la lumière naturelle. Donc si vous voyez des valeurs, typiquement un vitrage simple, c'est environ 70%. Vitrage à couche, on va perdre un peu, donc dans les UV, on est à 56%. Et le vitrage extra clair, il est à 86%, donc beaucoup plus important. Donc ça, c'est une propriété qui est la transmission taux UV que vous trouvez sur les fiches techniques des vitriers. Donc le point d'attention, c'est attention avec des vitrages clairs, on peut avoir une transmission d'UV qui est beaucoup plus importante.
Souvent, on a ici, ça c'est pour des vitrages simples. Donc, si on combine des vitrages, des doubles vitrages, on a une transmission UV qui descend facilement en dessous de 40 ou 30%. Alors, quelles sont les grandeurs qu'on utilise pour caractériser des vitrages de protection solaire et la combinaison naturellement des deux, c'est ce qui importe. Donc, on a la valeur U des vitrages, mais dans le cas des protections solaires, on parle d'une résistance thermique supplémentaire, donc une valeur delta R. Donc, c'est l'inverse d'une valeur U, mais qui exprime en fait le complément d'isolation qui est apporté par la protection solaire. Et donc, la valeur U, c'est une mesure pour l'échange de chaleur quand on n'a pas de rayonnement solaire. Et ensuite, il y a la deuxième notion, c'est le facteur solaire, la valeur V, qui est bien connue aussi, et la G-tot, qui est la valeur pour la combinaison du vitrage et la protection solaire. Donc ceci, c'est la mesure pour l'échange de chaleur quand il y a un rayonnement solaire. Donc ici, la formule brièvement du valeur G-tot avec les différentes composantes, mais on va plutôt expliquer ça sur ce schéma-ci. Donc ici, vous avez la valeur G du vitrage, donc qui est la valeur qui correspond à la transmission directe du rayonnement à travers la toile, à travers le vitrage, pardon, et ce qui est absorbé est réémis vers l'intérieur. Donc la composante secondaire qui est le rayonnement qui est absorbé, qui est réémis en longueur d'onde infrarouge longue vers l'intérieur. Donc la somme de ces deux composantes, c'est en quelque sorte l'énergie totale qui est transmise vers l'intérieur du bâtiment. Et donc, si on combine ça avec une protection solaire, on a deux fois cet effet-là. Donc, on a deux fois l'interaction avec la protection solaire sur le pointillé que vous voyez sur le schéma et l'interaction avec le vitrage après. Et donc, on fait de nouveau le même exercice. On a une valeur G-tot qui est dans ce cas 10%, puisqu'il y a la composante directe et les deux composantes indirectes qui sont assommées pour avoir la valeur G-tot ici dans ce cas-là. Alors, cette valeur G-tot, c'est ce que vous retrouvez par exemple sur des fiches techniques des fabricants. Donc, ici, j'ai une petite fiche technique d'un fabricant de toile. Donc, en fonction des couleurs, on a deux colonnes avec des valeurs G-tot. Et donc, ces deux colonnes correspondent à un montage de la protection solaire en intérieur ou en extérieur. Donc, il y a forcément des autres propriétés. Alors, il faut savoir quelques points d'attention avec le valeur solaire ou la valeur G-tot. Donc, c'est une méthode conventionnelle qui est utilisée pour le marquage CE. Donc, il y a un marquage qui est obligatoire sur les protections solaires, en tout cas de type extérieur. Il faut savoir que c'est une combinaison d'une protection solaire avec un même type de vitrage tout le temps. Donc, on appelle ça le vitrage de type C, donc un vitrage, double vitrage assez classique, et qui est aussi calculé pour des conditions de limite de référence. Donc, le but de cette valeur G-tot, c'est surtout de pouvoir comparer des produits dans des conditions objectives, quelque part, dans des conditions standardisées qui sont fixées et qu'on puisse comparer la performance d'une protection solaire par rapport à une autre. Par contre, si on veut évaluer le confort dans un projet, il faut recalculer cette valeur G suivant les conditions spécifiques, les conditions d'exposition, le moment. Donc, dans des simulations thermiques dynamiques, on adapte cette valeur pour avoir la valeur G qui est en fait une variable suivant les conditions. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau lumière? Donc là aussi, on a un peu les mêmes notions, hein. On a la tau-v, la valeur tau-v qui est la transmission visuelle du vitrage, et on a une valeur tau-v tot qui est la transmission du vitrage combinée avec une protection solaire. C'est un peu le même principe que la valeur G, mais la seule différence ici qu'on n'a pas de composante indirecte comme on a en convection et conduction en thermique. Donc ici, on a juste la transmission directe et puis la transmission diffuse qu'on a pu voir sur la toile. Si le petit schéma montre par exemple, par contre, que pour l'éclairage, ce qui est important, c'est aussi la distribution de lumière dans un espace. Donc ici, si on a une toile, par exemple, une toile blanche, il y a beaucoup de diffusion sur la toile même. Il n'y a pas seulement la lumière qui traverse directement à travers les trous, il y a beaucoup de diffusion sur les fils de la toile. Ça représente en général 75 à 80% de la transmission lumineuse sur une toile claire. Et donc ça, c'est aussi une composante qui est importante à prendre en compte. Alors, petit exemple peut-être pour illustrer ça en pratique. Donc, confort thermique, confort visuel à voir ensemble. Ici, vous avez deux toiles, donc une noire et une blanche, qui ont le même tissage, si vous voulez, et un coefficient d'ouverture de 3 à 4%. Vous voyez les transmissions et les réflexions de cette toile-là. Donc, la noire a forcément des valeurs en transmission et réflexion beaucoup moindres que la toile blanche. Et donc, qu'est-ce qui se passe alors quand on combine ça avec un vitrage? Donc, ce qui est présenté ici dans le schéma, dans le petit tableau à droite. Donc la valeur G-tot et TV-tot sont les valeurs de cette protection solaire, cette toile-là, avec le vitrage type, un double vitrage typique. Donc si on regarde d'abord sur les intérieurs, on voit que en valeur G-tot, c'est la toile blanche qui est la plus performante en intérieur.
Par contre, en extérieur, c'est la toile noire qui est la plus efficace. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que le facteur de réflexion est prépondérant si vous montez en intérieur, et le facteur de transmission est prépondérant si vous montez en extérieur. Donc, en niveau de transmission visuelle, vous voyez naturellement que, vu la transmission visuelle beaucoup plus élevée de la toile blanche, une toile blanche est beaucoup plus efficace en apport d'éclairage naturel qu'une toile noire, forcément. Mais ce qui est encore plus important, peut-être, c'est de mentionner que voilà, la position d'une toile a aussi son importance. Ici, vous voyez des deux, même si les deux toiles ont des valeurs différentes en valeur G-tot à l'extérieur, c'est toujours des valeurs qui sont bien inférieures à la même protection solaire montée à l'intérieur. Donc ici, on descend à 4 et 8% par rapport à des valeurs qui se retrouvent autour de 15 et 30% pour la toile montée en intérieur. Donc les protections solaires extérieures sont intrinsèquement plus efficaces que les protections solaires intérieures. Quelques notions au niveau de confort visuel. Donc là, je réfère vers une norme qui existe au niveau éclairage naturel des bâtiments où on traite le confort visuel sous 4 aspects distincts. Donc il y a d'abord l'apport d'éclairage naturel qui est la quantité, si vous voulez, d'éclairage qui pénètre dans le local, mais aussi des notions de vue vers l'extérieur. Donc est-ce qu'on veut garder la vision vers l'extérieur ou est-ce que voilà, c'est pas désiré dans certains cas. Il y a aussi des notions d'ensoleillement direct qui sont importantes pour des espaces de vie. Donc, notamment dans des habitations, mais aussi dans des hôpitaux, on exige aussi une certaine quantité d'ensoleillement direct. Il y a des risques d'éblouissement, donc le contre-effet naturellement. Donc, on a trop d'éclairage, donc là, il faut gérer les risques d'éblouissement. Et donc, il faut savoir que la lumière du jour, elle est naturellement beaucoup plus dynamique, donc elle varie en fonction des conditions météo, et donc c'est le contrôle de ces apports qui sont importants. Et donc, de nouveau, la composante diffuse et directe sont à prendre en compte en fonction des protections solaires. Il faut savoir que dans pas mal de bâtiments, sur tous les bâtiments anciens, l'éclairage naturel était une motivation importante pour la conception architecturale. J'ai montré ici 2 exemples de bâtiments d'Horta où, par exemple, des beaux windows sont en quelque sorte des fenêtres habitées ou habitables qui sont où la motivation de créer ce type de structure, c'est principalement aussi à côté d'aspects esthétiques, de créer des espaces qui sont agréables à vivre. Les verrières dans la maison d'Horta aussi, c'est important pour apporter l'éclairage naturel dans ces maisons de ville qui sont souvent assez profondes. Alors, un petit exemple pour l'aspect, juste en pointer un, pour l'aspect visibilité vers l'extérieur, donc avec des toiles de protection solaire. Donc ici, vous voyez une toile de protection solaire avec des perforations permet une certaine vision vers l'extérieur. Et donc, la capacité qu'on a de voir vers l'extérieur dépendra de 2 facteurs principaux. C'est le facteur d'ouverture, donc la proportion d'ouverture que la toile permet, et la couleur de la toile forcément, donc qui est reflétée ici par le facteur de réflexion. Et donc en fonction de ces 2 paramètres, vous avez ici un petit tableau qui vous dit si vous allez avoir une vision à travers qui soit facile ou difficile ou quasiment impossible. Et donc forcément là, pour la vision à travers, les toiles sombres sont naturellement les plus efficaces. Alors, tout ce qui est protection solaire est forcément aussi lié à l'évolution technologique du verre. Il faut savoir que je pars passer en revue toute l'historique ici. Ce qui est important, c'est peut-être la diffusion des vitrages. Ça commence seulement à partir du XVIIe et XVIIIe siècle. Au Moyen-Âge, c'était plutôt des volets, des toiles cirées qui étaient utilisées. Mais la généralisation du vitrage, elle est plutôt au XXe siècle avec la production vraiment industrielle du verre plat. Et vraiment la production à grande échelle et la production du verre qui est vraiment transparent, où on maîtrise en fait le verre plat. C'est l'invention des procédés de verre flotte qui date de 1959-60 seulement. Et donc ici, vous voyez un exemple sur la photo du verre qui était produit à l'époque, qui avait toujours un peu ces reflets, cette diffusance, donc ces réflexions qui sont un peu miroitées comme ça. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact au niveau architecture et possibilités? Donc, si vous voyez un petit historique sur une échelle de temps de différents bâtiments, ici dans ce cas-là d'habitation principalement, donc vous voyez que la proportion des ouvertures tend à augmenter. Donc ici avec à l'extrême droite la maison Jeanneret de Le Corbusier où les proportions de vitrage sont naturellement énormes. Et donc la question naturellement de protection solaire et de fonction d'occultation aussi devient de plus en plus importante dans ces conditions-là. Alors, passons vers les types de protection solaire. Donc historiquement, voilà, ici la première image, c'est un volet qui est utilisé au Moyen-Âge. Donc on utilisait ce type de structure-là, c'était principalement pour une raison de fermeture de la baie ou de l'ouverture.
Après, on a commencé à utiliser plutôt des volets, mais même avant que les vitrages doivent exister, on fermait les ouvertures avec des volets comme ceci. Il y a des volets intérieurs, il y a des rideaux, il y a des volets roulants qui ont été, donc il y a toute une panoplie de produits qui ont été développés au fur et à mesure du temps. Donc ici, on ne va pas tous les passer en revue, mais voilà, sachez qu'il y a beaucoup de possibilités qui existent. Un autre exemple que je voulais montrer, c'est par exemple les store bands qui sont utilisés par exemple dans les commerces. Ici, vous voyez des images de vers 1900 ou du 19e siècle, ici, la première, où c'est des typologies qui sont déjà utilisées il y a plus de 150 ans. Donc, c'était quelque chose qui est assez courant et qui était utilisé déjà à l'époque. Alors, comment s'y retrouver un peu dans tous ces différents types de protection solaire? On a différentes méthodes de classification, donc on peut les classer suivant l'intérieur ou extérieur, suivant si c'est des systèmes statiques, donc c'est-à-dire fixes qui ne bougent pas, ou des systèmes dynamiques. Si c'est dynamique, quel est le système de déploiement? Est-ce que c'est vertical? Est-ce que ça se déplie horizontalement? Ou est-ce que c'est en accordéon? Il y a différents systèmes là aussi qui existent. On peut aussi distinguer des matériaux différents, bois, textiles, métaux, composites, on peut en inventer plein. Donc, je réfère toujours, ce qui est un peu difficile dans ce cas-là, c'est que les fabricants utilisent aussi des terminologies qui sont parfois un peu différentes et contradictoires. Donc, je réfère toujours vers la norme européenne qui donne une terminologie conventionnelle pour les différents types de protection solaire et qui est un bon guide à ce niveau-là. Alors, juste donner quelques exemples de protection solaire intérieure. Ici, par exemple, un store bateau. Donc, store bateau, c'est des stores à bande de tissu horizontal avec des renforcements. Et donc, ça se replie. Quand on le remonte, ça replie en vague, en zigzag, comme ça. Et donc, l'avantage de ce type de protection solaire, c'est très efficace contre l'éblouissement, puisque généralement, c'est des toiles opaques qui sont utilisées. Ça donne un certain accent horizontal. Et puis, il y a de nombreux matériaux et possibilités de finition qui sont disponibles, vu qu'on est à l'intérieur et donc on n'a pas les contraintes d'exposition au climat extérieur. Peut-être désavantage, c'est l'impact limité sur les gains de chaleur. Bon, on est en protection solaire intérieure, donc c'est pas forcément très efficace au niveau protection contre la surchauffe. Donc vous voyez ici dans les tableaux, j'ai chaque fois essayé de remettre un ordre de grandeur. C'est un exercice un peu difficile puisque ça dépend beaucoup du type de produit. Donc ici vous avez le type des valeurs guides pour le GTOD, donc la protection solaire, donc le facteur solaire, la delta R, donc l'isolation thermique complémentaire, et le taux V qui est la transmission visuelle à travers le système. Donc vous voyez ici que les valeurs GTOD sont pas exceptionnelles pour ce type de protection solaire-là, et la valeur delta R généralement est négligeable. Autre désavantage peut-être, c'est la transparence, hein, donc la vue vers l'extérieur avec ce type de protection solaire, bon, c'est le but, hein, ça fonctionne plutôt comme occultation, donc c'est pas de transparence. Protection solaire qu'on peut utiliser aussi, qui était assez utilisé à l'époque, c'est des volets battants. Donc volets battants montés à l'intérieur. Donc c'est des panneaux en bois avec des charnières hein, qui pivotent en général, qu'on peut replier de côté. Donc l'avantage, c'est une occultation est possible, donc parfaitement. Donc ça dépend un peu des systèmes de fixation en rive et l'étanchéité à la lumière du système, si vous voulez. Ensuite, ça permet quand même d'améliorer pas mal le confort thermique, donc ça limite notamment l'effet de parois froides quand vous fermez les systèmes, mais ça permet aussi d'améliorer l'isolation thermique. J'ai noté ici une valeur guide qui est assez défavorable. Il y a des systèmes qui existent où si vous utilisez vraiment des panneaux pour les volets qui sont isolés, on peut avoir des valeurs delta R ou d'isolation thermique qui sont encore bien plus importantes. Transmission visuelle, forcément, quand c'est fermé, c'est quasi opaque. Et donc, dans les avantages, on a encore la solidité, le peu d'entretien que ça demande. Et dans les désavantages, ça reste toujours une protection solaire intérieure. Donc, contre les gains solaires, c'est pas le meilleur système. On n'a pas de transparence, notamment quand c'est fermé. Et le fonctionnement est parfois un peu plus laborieux que les simples systèmes à toile qui sont plus légers et plus faciles à manœuvrer. Bon, ceci pour les protections solaires intérieures. Donc, pour l'extérieur, il y a encore une gamme bien plus importante qui existe. Donc, il y a des toiles, des stores vénitiens, des stores à projection et ainsi d'autres. Donc, on veut juste en passer en revue quelques-uns à titre d'exemple. Donc, protection solaire qui est très fort utilisée actuellement dans les projets neufs, principalement, mais qui peut être utile en rénovation aussi. Donc, c'est des stores à roulement. Donc, c'est des toiles avec certaines caractéristiques qui s'enroulent verticalement sur un tube qui peut passer généralement en partie haute. Et donc l'avantage, c'est que, comme on a vu sur les images des axes, ça permet un apport d'éclairage naturel en fonction du type de toile, de la couleur. Il y a quand même
un apport d'éclairage naturel qui est possible. Si on choisit une bonne toile, donc principalement avec un facteur d'ouverture suffisant, on peut aussi garder un contact visuel vers l'extérieur. Ça permet aussi de limiter les gains solaires, donc là aussi ça dépend du type de toile que vous choisissez. Et vu que c'est un produit assez standard, il y a pas mal de finitions et d'adaptations et de différentes options qui existent pour ce type de produit. Donc ici, en ordre de grandeur, j'ai mis une valeur G qui descend assez faiblement. Ça dépend notamment de la toile, mais ça peut aller jusqu'à 3%. Le delta R, donc c'est l'isolation thermique supplémentaire qu'on a avec ce genre de système, est généralement négligeable puisqu'une toile a intrinsèquement très peu d'isolation thermique. Et il y a un peu l'effet de la lame d'air qui isole un peu, mais en général, c'est assez négligeable. Et la transmission visuelle, elle dépendra à nouveau du type de toile. Peut-être un désavantage à mentionner dans le cadre de rénovation du patrimoine, c'est il n'y a pas de formes spécifiques qui sont possibles. Vu que la toile, elle doit s'enrouler sur un tube qui est bien monté horizontalement, si on a des fenêtres avec des formes un peu bizarres, ce type de protection solaire est souvent un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et deuxième désavantage à mentionner, c'est peut-être son efficacité un peu plus limitée contre l'éblouissement. Donc, vu la luminance extrême du soleil, comme je vous ai montré tout à l'heure, il faut déjà partir avec une toile avec un facteur d'ouverture très très réduit pour traiter correctement le problème d'éblouissement. Donc voilà, c'est pas forcément la meilleure option si vous avez des gros problèmes d'éblouissement. Alors d'autres systèmes existent, des stores vénitiens extérieurs, donc c'est des lamelles métalliques. Donc le principe c'est que les lamelles sont orientables à chaque position et puis savent se relever complètement pour ouvrir complètement la baie. Donc l'avantage de ce système, c'est excellent contre les gains solaires. Donc on peut, si on ferme les lamelles, on peut quasiment fermer complètement le système. Donc on a des facteurs G-TOT que vous voyez dans le petit tableau qui descendent à 1%, voire même moins si vous avez un système qui est vraiment très étanche au rayonnement. Il y a des performances de modularité. Donc, ce qui est très important dans le système, c'est la modularité. Donc, en fonction de l'orientation de la lamelle, vous pouvez la mettre en position quasi fermée où vous bloquez carrément la vue et tout rayonnement solaire, mais vous pouvez aussi utiliser toutes les positions intermédiaires. Donc, une position horizontale laisse quand même passer pas mal de lumière et permet la vue vers l'extérieur. Il y a même des positions penchées vers l'intérieur qui même apportent même encore plus de lumière que sous ciel couvert que des positions classiques. Donc il y a pas mal de cette modularité est très très important et donc c'est pour ça que par exemple en transmission visuelle dans le tableau aussi vous voyez entre 1 et 90%. Donc ça vraiment dépend vraiment de l'orientation de la lamelle et donc ce système là requiert vraiment un bon pilotage de la lamelle. Peut-être quelques désavantages un peu comme le système précédent, c'est qu'il n'y a pas de formes spécifiques qui sont possibles. Donc là aussi c'est un système de lame qui s'emboîte. Donc si on a des formes un peu particulières, ça devient un peu compliqué. Et la peu de contribution à l'isolation thermique. Donc vous voyez ici la valeur delta R. J'ai mis une valeur parce que bon, il y a des débats là-dessus, ça apporte quand même quelque chose, mais si c'est des lames, juste des lamelles métalliques, ça n'a pas beaucoup de résistance thermique, donc c'est assez négligeable en général. Et puis ça dépend aussi de l'étanchéité de la lame d'air que vous créez si vous fermez le système entre la protection solaire et le vitrage. Donc ça, c'est des paramètres importants. Petits exemples, ici dans rénovation du patrimoine. Ici, vous avez l'hôtel Auberge de Tenenschotel qui est devenu une école entre-temps à Tienen. Donc là, ils avaient des façades avec des vitrages ou des fenêtres très importantes au côté sud. Donc la protection solaire devenait très importante là. Et donc, ils ont reconstitué une sorte de protection solaire à lamelles en bois, si je me trompe. Et donc là, l'orientation est gérée d'une façon automatique. Donc il y a un système de pilotage qui permet d'orienter les lamelles d'une façon automatique, avec naturellement, j'imagine, un override ou une reprise en main de l'utilisateur si besoin. Alors, il y a aussi des volets battants. Donc, on a vu les volets qu'on peut mettre à l'intérieur. Il y a aussi les volets qu'on peut mettre à l'extérieur. Donc, ça, c'est des panneaux plats avec des charnières pivotantes. Quelques avantages, donc ça aussi, bonne isolation thermique. Donc, ça dépend un peu du type de panneau que vous utilisez. Occultation parfaite, si vous avez aussi des panneaux opaques qui referment bien les bords aussi, donc vous pouvez avoir une occultation quasi parfaite. Là, on peut aussi avoir un effet anti-effraction, donc voilà, vous pouvez avoir une protection complémentaire contre l'infraction. Désavantage peut-être, c'est il n'y a pas de contrôle très sophistiqué. Ces systèmes-là, c'est soit ouvert, soit fermé. Et donc les performances du système sont pas très modulables. Il n'y a aucune visibilité quand votre système est fermé, sauf si, voilà, comme sur l'image, vous travaillez avec des systèmes ajourés, il peut avoir une certaine transparence vers l'extérieur.
Et puis la manipulation, voilà, il faut ouvrir la fenêtre, il faut manipuler. L'automatisation de ces trucs-là, j'ai rarement vu et c'est assez compliqué, assez laborieux. Donc ici, nouveau, quelques valeurs d'ordre de grandeur. Donc delta R ici est aussi assez conservateur comme valeur, hein. Si vous avez des systèmes, vous pouvez avoir des systèmes beaucoup plus performants. Donc c'est vraiment une solution qui peut être intéressante. Un petit exemple de ce type de là, c'est l'abbaye Saint-Geertrui à Leuven, où c'est un ancien bâtiment où on a reconstitué les volets battants comme on supposait qu'ils étaient à l'époque. Donc ici, c'est des volets en bois sur 2 charnières. Et naturellement, l'efficacité de ce système-là dépend de l'utilisation. Et donc, le fait d'ouvrir et fermer, je ne sais pas comment concrètement c'est géré, mais voilà. Dernier exemple que je voulais mentionner pour terminer, qui peut être intéressant, surtout dans le patrimoine, c'est ce qu'on appelle des marques isolettes. Donc ça, c'est une combinaison d'un store toile, mais qui descend verticalement, et avec un store en projection. Donc le store en projection, c'est des stores qui sont plus parallèles au vitrage. Donc le store marque isolette, il descend verticalement jusqu'à une certaine hauteur, et puis il se projette de la fenêtre en avant. Et donc l'avantage de ce système-là, c'est que c'est assez efficace contre les gains solaires, mais ça permet toujours une transparence et une vue vers l'extérieur. Et donc, c'est des solutions qui sont souvent assez intéressantes pour quand vous avez des vitrages très hauts. Et donc, comme sur l'image, vous pouvez avoir une protection solaire efficace, réglable, quand même modulable, parce que la partie en projection peut être modulée aussi en fonction de l'enroulement de la toile. Et donc, vous avez un système qui est modulable et quand même assez efficace. Des avantages peut-être à mentionner, mais entre guillemets, c'est la résistance au vent. Et donc, il faut naturellement choisir, vu que c'est monté à l'extérieur et que c'est un peu flottant en l'air, des systèmes qui sont robustes au vent. Mais il y a des critères là-dessus aussi. Et peut-être une contrainte, si vous avez des fenêtres, naturellement, c'est le plus pratique quand vous avez des ouvrants vers l'intérieur. Donc, si vous avez des ouvrants vers l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Et alors, pour terminer, bon, il y a eu quelques exemples de types de protection solaire, il y en a encore bien d'autres. Je voulais juste finir en mentionnant qu'un sorte de checklist des éléments à laquelle vous pouvez être confronté ou des questions à se poser quand vous avez des projets avec des protections solaires. Donc la première, c'est peut-être la valeur patrimoniale de votre bâtiment. Est-ce que l'architecture du bâtiment, est-ce que les protections solaires sont un élément important de l'architecture du bâtiment? Est-ce qu'elles contribuent à cet aspect-là? Et peut-être rechercher aussi s'il y avait des stores à l'origine, ça peut être une indication que voilà, il y avait un certain besoin ou il y avait une configuration qui présentait la possibilité d'y mettre. Alors naturellement, les protections solaires, comme j'ai mentionné dans la partie thermique aussi, ça dépend aussi des fonctions qu'on fait à l'intérieur du bâtiment. Un musée, l'habitation ou des bureaux, c'est pas du tout les mêmes contraintes au niveau du confort thermique et confort visuel. Et donc, il faut voilà, ajuster les performances en matière de confort thermique et visuel en fonction du type de pièce qu'on a. Des espaces de stockage dans un musée, notamment, ça peut être des systèmes beaucoup plus fermés, des espaces de vie, voilà, on va avoir d'autres systèmes qui seront nécessaires. Il faut bien se poser la question sur les types de fenêtres aussi, les dimensions des fenêtres, les proportions des fenêtres, la forme, on en a déjà parlé aussi, les parties ouvrantes. Donc tout ça, c'est des contraintes pour les protections solaires. Les fonctionnements des protections solaires, qu'est-ce qu'on vise? Est-ce qu'on vise simplement un système très simple, manuel, électrique, automatique? Des questions aussi de possibilités de fixation mécanique. S'il n'y avait pas de protection solaire avant et on veut en rajouter, il faut pouvoir fixer les systèmes naturellement. Est-ce qu'il y a la possibilité? Est-ce que la structure le permet? Et bien sûr, naturellement, les souhaits et budgets du client qui sont naturellement à prendre en compte comme dans n'importe quel projet. Donc voilà, merci pour votre attention et s'il y a des questions, je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Bertrand. Je vais commencer avec une question qui est arrivée parallèlement, donc pas dans le chat ici, mais je vais le poser quand même parce que c'était intéressant. Donc en fait, tu avais mentionné ce système avec les volets intérieurs. Qui, évidemment, avec chaque système qu'on applique à l'intérieur, qui a une efficacité qui est, est-ce que j'ose dire ça, est-ce que j'ose appeler ça médiocre, elle n'est pas optimale, ce qui est logique, parce que dès le moment que la chaleur, la lumière est à l'intérieur, bon, ça reste partiellement là, donc ça c'est tout à fait logique. Il y a une question, est-ce qu'il n'y a pas des moyens pour améliorer encore ce genre de système? Parce que notamment avec les volets à l'intérieur, une des problèmes est peut-être le contact avec l'air à l'intérieur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer la performance du système en faisant ça plus étanche à l'air? Donc, quand c'est fermé, que ça s'accroche mieux aux fenêtres même.
Et deuxième chose, d'appliquer à la côté extérieur, donc la côté vers le soleil, d'appliquer une finition qui réfléchit beaucoup plus la lumière et la chaleur. Et on proposait même donc une couche d'aluminium. Bon, on peut se poser des questions au niveau l'esthétique, mais quand c'est fermé à l'intérieur, on ne voit pas. Et peut-être, est-ce que ce sont des solutions qui peuvent encore augmenter significativement, bon, c'est pas un mot en français, mais qui peut augmenter la performance de ce genre de système? Est-ce que ça a été étudié ou peut-être c'est une opportunité d'innovation pour un fabricant? Oui, bonne question. Tout d'abord, les volets intérieurs en bois. Donc c'est vrai que la performance du système dépend de pas mal de facteurs, mais notamment la composition du panneau. Donc si vous avez un panneau de bois simple, mais voilà, qui n'est pas bien rejointé, si vous avez un système, il y a des systèmes qui existent sandwich où il y a des isolants entre, voilà, qui ont un aspect bois. Donc là, vous avez un composite qui est beaucoup plus isolant. Donc ça va déjà beaucoup mieux. Mais aussi, surtout, voilà, le jointement de ce système-là avec le bâtiment est très important justement pour éviter l'air intérieur, parce qu'on crée une sorte de lame d'air entre le vitrage et la protection solaire. Et cette lame d'air, il faut être attentif pour des problèmes de condensation, de surchauffe. Enfin, il y a plusieurs problématiques. Et donc, si on veut avoir le système le plus performant, il faut essayer que ce système-là soit le plus étanche possible quelque part. Si le critère principal, c'est la performance énergétique, c'est ça qu'il faut essayer d'avoir. Des panneaux isolants et aussi le contour isolant, et à être vigilant à la condensation après dans la lame d'air. Quant à la deuxième question des films, les films solaires, ça existe. Il existe des films qu'on colle après coup sur des vitrages et qui permettent d'améliorer les performances du vitrage. C'est en quelque sorte, je dirais toujours, c'est toujours des solutions sparadrap. Donc c'est toujours des solutions. Il vaut peut-être mieux d'abord étudier si c'est possible. Je sais, c'est pas toujours possible. Remplacer les vitrages. Il y a pas mal de vitrages qui existent maintenant. Notamment, je pense à des vitrages sous vide qui sont vraiment très très peu épais, qui permettent de remplacer des vitrages dans des compositions où, par exemple, il n'y a pas de place de mettre des vitrages très épais. Mais voilà, les films, ça existe. La contrainte, surtout en extérieur, c'est un peu la durabilité de ces solutions-là. C'est pas des solutions qui sont... Oui. Je n'ai pas vu des fabricants qui offrent des garanties de plus de 2 ou 3 ans, donc c'est pas des solutions très durables. À l'intérieur, ça peut fonctionner aussi, ça fonctionne un tout petit peu moins bien puisque le rayonnement est déjà à travers le vitrage, donc. Mais ça peut apporter, oui. Et si on applique un film, de nouveau en connexion avec ces volets à l'intérieur, si on applique un film d'aluminium sur les volets, mais donc en fait le côté vers l'extérieur, mais sur le volet même, est-ce qu'on gagne aussi pas beaucoup? Parce qu'en fait, toute la lumière qui entre via la fenêtre sera principalement presque 100% réfléchie de nouveau vers l'extérieur avant que ça soit transformé en chaleur. Donc, ça peut aussi contribuer pas mal, non? Parce que ça me laisse un peu penser à la solution qu'on voit souvent dans les étés très, très, très chauds, les gens qui collent directement de la lutte contre leur fenêtre à l'intérieur. Et je peux m'imaginer que ça peut aussi fonctionner. Oui, il y a quand même deux choses. Il y a le soit on veut réfléchir le soleil extérieur, donc ça c'est plutôt une couche à lui qui va réfléchir le rayonnement solaire, donc l'infrarouge que vous appelez l'infrarouge court vers l'extérieur. Et puis il y a les couches qui ont un peu le principe des LOI qui ont pour but de réfléchir l'infrarouge, enfin le rayonnement, ce qu'on appelle le rayonnement thermique vers l'intérieur. Et donc, il ne faut pas confondre les deux. Le rayonnement thermique vers l'intérieur, l'idée c'est d'améliorer la performance thermique en gardant la chaleur quelque part à l'intérieur. Et après, la couche à l'extérieur, ou l'alu qu'on mettrait à l'extérieur, ça serait plutôt pour réfléchir ce rayonnement thermique, mais alors le rayonnement solaire de courte longueur d'onde. Donc c'est deux notions différentes. Et puis après, voilà, on peut combiner les deux. Voilà. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on commence à combiner des couches, il y a des effets de ping-pong. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir une protection solaire. Il y a aussi des protections solaires toiles qui existent, quelqu'un le mentionnait dans la session néerlandophone. Il y a des protections solaires qui existent avec un film alu dessus, qui réfléchissent justement le rayonnement infrarouge, le rayonnement thermique. Mais si on le met ça devant le vitrage à l'extérieur, il y a déjà la couche LOI sur le vitrage et ça, voilà, c'est pas sûr que ça va dans la bonne direction parce que ça commence à se balancer entre les différentes couches. Donc voilà. Ok, mais c'est quelque chose encore à étudier alors, donc il n'y a pas de réponse définitive. Ouais.
Ouais. Une question que je vais lire comme ça paraît maintenant ici. Donc, vous n'avez pas trop parlé du vitrage opacifiant avec film à cristaux liquides. Quelle est son efficacité en termes de résultats? Est-ce une solution possible en rénovation en dehors des applications en immobilier professionnel? Je suppose que la personne réfère vers des électrochromes et des choses comme ça, des vitrages C'est qui... possible, je ne sais pas, oui. Ouais. Donc le principe, c'est que c'est des vitrages qui ont une couche, enfin qui intègrent une couche qui est entre guillemets active. Et donc en fonction d'un courant qu'on fait passer dedans, elle devient transparente ou opaque avec certaines propriétés. Donc quelque part, on a un vitrage qu'on peut moduler en performance. Donc il faut savoir qu'il y a une chose, c'est que la modulation, elle a un certain délai. Donc la plupart des vitrages qui sont sur le marché, c'est pas on-off, c'est un certain temps de réaction. Et d'autre part, la modulation des performances. Les derniers produits ont quand même fortement amélioré, donc ça permet de descendre à des facteurs de transmission visuelle, si je prends ce facteur-là, de jusqu'à 1%. Donc c'est des solutions qui peuvent être efficaces dans certains cas. Ce qu'il faut bien faire attention en patrimoine aussi, c'est que c'est un système électrique, donc il y a tout un système de pilotage qui vient avec. Donc il y a des petits boîtiers de pilotage par vitrage qui sont en prévoir. Je crois qu'ils peuvent même regrouper certains vitrages, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tout un système de câblage et de pilotage qu'il faut intégrer dans ces types de produits-là. Donc je dirais, oui, ce sont des solutions qui peuvent être envisagées. Voilà, si le coût du bâtiment le permet, s'il y a vraiment une demande pour ce type de produit-là. Ça peut être étudié, mais il y a des contraintes quand même importantes à étudier. Il y a une question concernant les aspects urbanistiques qui ne permettent pas l'application des protections solaires à l'extérieur. La question, mais c'est plutôt général, c'est pas très technique, mais c'est plutôt général. Donc, avec le changement climatique, ne devrait-on pas promouvoir une métamorphose de notre urbanisme vers un style plus méditerranéen? Je pense que ça serait inévitable même, hein, afin d'éviter de l'ERCO contre toutes les façades. Ça, c'est quelque chose à éviter, je pense. Oui, mais c'est clairement un souci, hein. On sait que les protections solaires extérieures sont bien plus efficaces. Donc, dans le patrimoine, voilà, on sait que c'est pas toujours facile. C'est pour ça que je disais à la fin, il vaut mieux étudier s'il y en avait. Il y a peut-être moyen d'essayer d'en intégrer et de l'intégrer dans le design de la façade. Après, dans le contexte urbain, ce qu'il faut aussi, comme j'avais mentionné aussi, il y a aussi le contexte. Il y a des ombrages. C'est rare d'avoir un bâtiment. Enfin, on a fait quelques études pour certains projets urbains, c'est rare d'avoir un ensoleillement plus de quelques heures d'ensoleillement direct sur une façade verticale en ville, sauf si on est quelque part très en hauteur ou dans des sites dégagés. Beaucoup de bâtiments en ville ont déjà un ombrage intrinsèque dû à la condition. Donc, il faut, voilà, dans ces conditions, si on est vraiment dans une question d'optimisation, il faut bien étudier aussi le contexte. Il n'y a peut-être pas nécessaire d'avoir sur certaines façades, de les avoir partout. On peut peut-être limiter la protection solaire à certains endroits pour éviter justement s'il y a des problèmes d'impact visuel, voilà, de le limiter vraiment où c'est nécessaire. Parce que c'était une question qui était un peu pertinente avec l'exemple que tu avais donné avec l'abbaye de Sainte-Gertrude à Louvain, dans lequel on a reconstruit donc les volets à l'extérieur, mais donc c'était historiquement justement les parties basses des fenêtres qui étaient ouvertes parce qu'on n'avait trouvé aucune trace sur la partie haut de chaque fenêtre, donc aucune pas de présence des trous. On avait mis donc des connexions et aussi pas sur des anciens dessins, peintures ou gravures. Donc en fait, là, on a dû partiellement protéger les fenêtres. Grâce au fait que c'était les parties en eau n'étaient pas protégées, bon, ils sont mieux protégés par le mur même, donc c'est déjà un avantage. Mais quand même, on est lié à des prescriptions patrimoniales qui cause qu'une solution idéale qui est pour l'instant pas complètement possible. Mais bon, parce que c'est un peu un point d'attention, peut-être ça peut changer dans le futur. Juste mentionner, peut-être, il existe des produits intégrés dans le vitrage, j'en ai pas parlé, mais il existe aussi des protections solaires qui sont intégrées dans un double vitrage, par exemple. Mais j'en ai pas parlé parce que c'est pas très courant, il y a des problèmes de maintenance de ces systèmes-là, et puis souvent, c'est des épaisseurs importantes de vitrage aussi. Donc, voilà, est-ce que c'est très d'application dans le patrimoine? Moi, j'ai pas trop connaissance de ce type de produit-là appliqué dans le patrimoine, mais voilà, sachez que ça existe, quoi. OK. Et donc, une question concernant habitation avec des grands châssis orientés sud-ouest. Hein, si on veut profiter de la chaleur et la lumière du soleil en hiver
et pas surchauffé en été, quel est le meilleur choix pour le vitrage si on ajoute des stores screen pour l'été? Je ne sais pas si tu sais répondre à ça parce que bon, c'est une question mixte. Ouais, c'est très, très spécifique pour une situation. Ben, c'est vrai que les façades, comme il mentionnait la façade sud-ouest, c'est ça? Donc c'est une Oui, façade oui. qui en été, ben, c'est les orientations problématiques, hein, puisqu'on a un soleil assez important et qui est dans des positions assez basses, donc assez fortement sur la façade. Mais les solutions aussi, des solutions screen extérieures sont assez efficaces pour ce type d'application-là. En général, voilà, c'est des solutions-là qui sont assez courantes et après ça dépend du type de système que vous utilisez. Les performances dépendront, comme je disais, c'est toujours un équilibre à trouver. On ne peut pas être hyper performant en protection solaire, en thermique si on veut garder un peu d'éclairage naturel. Donc si vous voulez favoriser la performance thermique, vous prenez la toile la plus fermée possible et là, vous n'avez plus de problème d'apport solaire. Par contre, vous voyez plus à l'intérieur. Donc, c'est toujours quelque part où vous placez le curseur. Et donc, dans chaque projet, il faut faire cette évaluation-là. Donc, il faut voir quelle est la priorité, qu'est-ce que je veux, quels sont les critères les plus importants, quelque part. Et donc, on pose aussi une question sur la protection solaire du type auvent ou pergola, mais je pense qu'on peut aussi dire que c'est conforme à toute la protection mécanique à l'extérieur. Ce que tu as expliqué, donc je pense que c'est très similaire, peut-être même le même. Oui, la marque Isolette, c'est une sorte de mixte, hein. Il y a aussi les stores en projection, mais ça, c'est plutôt des protections solaires dans des commerces, dans des choses comme ça, dans des terrasses ou des vérandas. Ça, c'est souvent utilisé par ça. Donc, j'en ai pas trop parlé parce que il me semblait que c'était pas trop le type le plus important pour des bâtiments patrimoniaux. Mais Ouais, ouais. Et donc, je vais maintenant deux questions qui sont un peu liées. Non, ils ne sont pas liées, mais en fait, quel outil simple utiliser pour quantifier l'intérêt en termes de confort et d'économie d'énergie des protections solaires? Je pense que c'est lié au fait qu'il y a une grande variation en méthodes et en solutions. Comment est-ce qu'on peut choisir la meilleure? Est-ce qu'il y a un outil? Est-ce qu'il y a un document de décision? Peut-être une publication CSTC dans laquelle on peut trouver tout ça? oui, il y a certainement des articles CSTC qui parlent de ça, mais je pensais directement il y a un petit outil de calcul. Si vous regardez sur le site du CSTC, il y a un petit outil de calcul qui permet de calculer en fait la performance d'une protection solaire combinée avec un vitrage. Donc ça permet de calculer ce que j'avais mentionné dans la présentation, les valeurs GTOT et les transmissions visuelles, etc. Et donc Ouais. ça permet de jouer un peu avec voilà, essayer d'évaluer, et sachant toujours la limitation que j'ai dit aussi dans la présentation, c'est que c'est pour des conditions standardisées. On compare des produits pour une condition X qui est fixée suivant la norme. Donc ça Et permet de comparer relativement des produits. Après, est-ce que c'est la bonne solution pour son projet? Là, il faut, voilà, faut avoir tous les contraintes du projet, il faut avoir toutes les spécifications du projet. Mais ça permet déjà de faire un premier estimatif, de avoir un premier feeling de voilà, est-ce que voir la différence, par exemple, on instaure une toile à l'intérieur et une toile à l'extérieur, de type de toile, la couleur de la toile. Donc ça permet déjà de diriger un peu le choix. OK. Ou sur le site CSTC parce que c'est récemment renouvelé. Donc, en fait, de temps en temps, je ne trouve même plus mes propres choses. Bah, normalement, avant, c'était dans tout ce qui est outils, les Ah petits oui, OK. outils tout ce qui est des petites applications qu'on met en disposition. Il y a aussi un site internet qui s'appelle ProSolis, qui est un site internet où on permet de combiner, mais là, c'est une sélection de toiles et une sélection de lamelles. Et on a un système de classification. Donc, vous donnez différents paramètres. C'est assez simple en utilisation. Vous parcourez les 3-4 étapes à faire, vous définissez les systèmes et vous avez un sorte de ranking de vos solutions sur différents critères. Donc, ça, c'est. Et donc, maintenant, la dernière question, et puis Ouais. je vais fermer. Malheureusement, je ne peux sais pas traiter tout, mais bon, il faut choisir, évidemment. Donc, des solutions, des préconisations pour les fenêtres en toiture plate, et on mentionne Skydome. Je suppose que c'est très similaire à des solutions que tu as présentées. Oui, c'est une bonne question parce qu'en fait, dans les toitures, en fait, le rayonnement solaire est beaucoup plus important. Une face horizontale reçoit un rayonnement solaire, en tout cas en été, beaucoup plus direct. Donc, c'est vrai que les apports solaires peuvent être beaucoup plus importants sur une fenêtre de toiture et les apports d'éclairage naturel aussi peuvent être beaucoup plus importants. Et donc,
c'est vrai que souvent, le besoin de protection solaire peut se poser aussi là. Et je sais que, enfin, il y a pas mal de producteurs là-dessus, c'est des produits assez bien maîtrisés. Il y a des solutions. Souvent, c'est des protections solaires intérieures par contre, donc j'ai rarement vu des protections solaires extérieures sur ce type de produit-là. Mais il y a des sortes de toiles en fait. La contrainte, c'est aussi que la toile, elle doit être quelque part tendue. On ne peut pas simplement la suspendre comme on a sur une façade verticale. Mhm. Il faut un système un tout petit peu plus complexe parce que la toile, elle faut qu'elle ait des tendeurs et qu'elle soit toujours tendue pour avoir, voilà, pour être simplement en bonne position. Et après, on peut partir dans des configurations beaucoup plus complexes avec des lamelles orientables et des choses comme ça, ou des papillons qui bougent, mais ça devient vite assez complexe. Donc le produit standard, c'est juste une toile en fait qui est en partie intérieure, qui se referme ou s'ouvre en fonction. Oh, quand même, encore une question, mais très court. Est-ce qu'on peut calculer tout ça? Parce que ça, c'est une question ici. Est-ce qu'il y a des outils pour des simulations dynamiques pour calculer ce qui permettrait une gestion bioclimatique des apports solaires? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est disponible? Oui, oui, il y a pas mal. Enfin, j'avais mentionné les petits outils, donc ça, c'est Mhm. plutôt des outils, on va dire grand public, qui permettent de, sans avoir trop d'informations ni trop complexes, d'estimer un peu la performance d'une protection solaire. L'outil CSTC fonctionne suivant la méthode simplifiée, parce qu'il faut savoir que la norme, elle a une méthode simplifiée, une méthode plus compliquée. Et donc, si vous voulez partir sur des méthodes compliquées, il y a tout ce qui est des outils de simulation typiques, hein, que tous les ingénieurs dans le bâtiment utilisent, hein. Donc, la Mhm. plupart, ils sont tous obligés de calculer les apports solaires. Donc, voilà, tous Mhm. ces outils intègrent ces modules de calcul pour les protections solaires.